Et bonjour à tous les amis, nouvel épisode de l'Anthraxiné. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode rituel de l'année, la tier list. Avec mes amis, comme d'habitude, en face de moi, Hugo. Salut à tous les amis, très belle année à tous aussi. Melchior. Bonjour à tous, hyper content d'être de retour. Et Oscar. Salut tout le monde, bonne année 2026 à tout le monde. C'est tellement gentil. Bon, pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ne connaissent pas le principe d'une tier list, on va noter les films qu'on a vus cette année. Évidemment, il n'y aura pas tous les films, on a dû faire des choix parce que déjà, on les a pas tous vus, on n'a pas pu tous les rattraper. Et donc, on a fait une petite sélection que vous découvrirez justement quand on va commencer à tirer au hasard les personnes qui doivent noter ces films. Ce qu'on fait de particulier dans l'épisode, c'est qu'on a une seule tier list pour nous quatre, même nous trois, parce que moi, je vais pas trop noter de films. Qu'on va mettre ici, donc il va y avoir des débats finalement. Pour ce premier film, j'envoie Oscar au charbon pour le film qu'il va venir découvrir qui est dans ma main. Magnifique. Donc Chien 51 de Cédric Jiménez avec les acteurs qu'on connaît. Écoutez, c'est un film sur le moment on avait pris un peu de plaisir à le regarder puisque voilà, délire science-fiction finalement. Un jour après, je me suis dit que c'était une grosse bouse. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film. Pour moi, c'est un raté. Ils essayent de faire un mix de science-fiction, de films plus réalistes. Je trouve que les performances, notamment celle de Romain Duris, est proche de la catastrophe. Romain Duris, qui est pour autant un des plus grands acteurs français pour moi, là, réussir à mal le faire jouer, c'est quand même un grand succès. Donc, bravo à Cédric. J'ai pas grand-chose à dire sur ce film qui est... c'est le genre de film qu'il faut sûrement arrêter de faire. Avant que tu le places, En 2025. vous pensez qu'il va le mettre où ? En tracte d'or, direct, je pense, là, vu ce qu'il a l'air de dire. Moi je pense que c'est un bon A quand même. Ça va bien avec le violet en plus. Non, je crois que ça part en F pour commencer, là, non ? Bah, vu ce qu'il dit, ouais, ça m'a Moi l'air d'être... Oscar, je le verrais bien mettre du orange là pour ce film. Parce qu'il a quand même dit... Non les gars, faut pas déconner non plus. Le film, il y avait des films bien plus cata, n'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas qu'il y avait des films vraiment horribles cette année. Oui, bah écoute, on va en avoir 21 à mettre, donc je pense que... Vous en pensez quoi, vous ? Moi, j'étais le plus enthousiaste de nous tous, je sais pas si vous vous en rappelez. Et moi j'étais le pire. Et je pense qu'avec le temps, le film a énormément chuté dans mon estime. Et en fait, je ne m'en suis jamais rappelé, souvenu, ou j'y ai jamais repensé, ce qui est jamais bon signe quand on regarde un film. Moi je veux quand même mention honorable pour Gilles et Adèle, que j'ai adoré dans le film. Tout le reste c'était acheté. Et Louis Garrel aussi, qui fait une bonne prestation Ouais, on d'Anonymous. le voit pas quoi. Mais j'ai pas changé d'avis sur le film, c'est une Et le catastrophe. Daft Punk. Et Bangalter, ouais. Écoutez, ça se place où ça se place, hein. Hop, Ouais, on commence bien. je pense que... En F, directement. Le prochain à venir défendre un film ou le massacrer, ce sera Melchior. Avec le film qu'il va venir découvrir tout de suite, la Palme d'Or de l'année. Un simple accident, film de Jafar Panahi, Palme d'Or, donc iranienne, enfin co-iranienne, co-française, qui est d'ailleurs le film français qui va être défendu aux Oscars. Donc ça, c'est quand même le film avec lequel on va se battre contre les Américains. Le grand débat qu'on avait eu sur ce film, c'était est-ce qu'on donne une palme pour la qualité filmique d'un projet ou pour l'histoire qu'il y a derrière. Moi, c'est un film que j'ai bien aimé, sans plus. J'ai trouvé ça chouette, belle histoire, d'un beau développement de personnage, mais ça ne vaut pas du tout pour moi une palme d'or. Et je resterai fidèle à mon propos de base. Après, je ne peux que respecter encore une fois la carrière de Panahi. C'est donc un bon film qui ne va pas beaucoup plus loin pour moi que peut-être que vous voulez prédire, je sais pas. Moi je prédirais que non, tu vas le mettre en A, je pense. Je pense que tu vas mettre en A aussi. Ouais, franchement, c'est ce que ça vaut pour moi. Le S, c'est vraiment pour les films coup de cœur. Ça reste une palme d'or, mais ça fait pas partie pour moi des grandes palmes d'or de ces dernières années. En fait. Non, c'est un super film, ça fait plaisir d'avoir ce genre de proposition, donc non, très bien A. Toi Oscar, tu l'aurais mis en A aussi? Ouais, je l'aurais mis en A. Parce que en fait, il y a des plus grands films pour moi qui sont sortis cette année. C'est juste pour cela, mais sinon... Je pense qu'avec le temps, les gars, je le mettrai en B. C'est horrible à dire, mais j'ai quand même bien aimé sur le moment, mais il m'en est pas... Juste rien que pour la fin, qui était quand même... C'était l'une des meilleures fins de film de cette année, je trouve. Allez, A. Non, mais je clairement, rappelle film que à c'est- voir. Enfin, sans aucun débat. Ouais, c'est vrai. Bon, tu l'as deviné, Hugo. C'est à mon tour de passer au fourneau. comme on dit. Exactement. Une bataille après l'autre, ça te va ? Oh, le bâtard. Oh la chatte. Ah, mais c'est horrible que ce soit Hugo qui tombe dessus. Ouais, ça m'énerve. Une bataille après l'autre. One battle after another. En Bilingue. anglais. Bel accent. Film du grand pitié, Paul Thomas Anderson, on va plus le présenter. Donc je pense que c'est le film qui a été le plus dans le top 1 cette année de chaque personne. Sincèrement, qui peut dire que ce film était mauvais ? Personne, je pense. C'est quand même un film, en plus, grand public,
150 millions de budget avec un réalisateur d'auteur. Donc moi, déjà, je trouve ça cool. C'était... qui a été producteur ? C'était la Warner qui avait produit. Et c'est cool que ce genre d'industrie-là produise encore des films comme ça. Moi, j'ai trouvé que, franchement, le film était hyper bien maîtrisé. J'ai trouvé que c'était vraiment... Il y avait des scènes d'anthologie, dont la scène de course-poursuite, qui restera, on va dire, gravée dans nos mémoires et qui vraiment apporte énormément au cinéma et surtout d'action. Je trouve que DiCaprio est dingue dedans. Alors voilà, Sean Penn, par exemple, déjà, je trouve qu'on l'a beaucoup encensé. Moi, je trouve qu'il en fait un peu trop. Et du coup, je pense... Et Chase Infinity. Chase Infinity aussi, qui a été la révélation de ce film, qui est top dedans. Franchement, le film, en fait, est un super divertissement. Et en plus, en restant un film d'auteur. Mais moi, cette fin, voilà, la fin teenager, avec elle qui fait des manifestations après, du coup, son père, elle prend la relève. J'ai trouvé que c'était un peu dommage. Je trouve qu'il s'est pas arrêté au bon moment dans son film. Et moi, personnellement, ça m'a énormément gêné. Donc, franchement, rien que pour la fin qui m'a énormément énervé, où je trouvais que ça n'allait pas du tout avec le reste du film, je vais quand même le mettre en A, mais ça aurait pu être un B pour moi. Ça aurait pu être un B. Ouais, mais mec, t'es tellement un forceur, gros, vraiment. Non, mais alors, juste, il y a une personne qui a pas aimé le film. Enfin, quand je dis une personne, c'est un type de personne. C'est tous les gros conservateurs américains qui trouvent que c'est un film qui fait l'apologie du wokisme, etc. Alors, pour le coup, je ne fais pas partie de ces gens-là parce que je trouvais que justement que ça restait un très bon film. C'est totalement le portrait. Non, moi, j'ai pas aimé la fin. En termes de cinéma, j'ai pas aimé la fin. pas toi, Hugo. Et étrangement, il y a d'autres gens. Je le sentais. Étrangement, il y a d'autres gens qui disent que justement, c'est pas du tout une apologie du wokisme, mais c'est un film très de droite parce que ça montre tous les manifestants comme des gens, par exemple, la femme de DiCaprio au début qui est un peu addict au sexe, qui a besoin et qui les montre comme des gens violents, un peu étranges. Et donc, ces personnes-là n'ont pas aimé. Alors, je pense que Pitié est d'aucun côté. Juste, Hugo, c'est horrible que tu l'aies mis en A pour moi. Enfin, bon, bref. Ah, tu le voulais mettre en Est, hein ? Largement. Et je trouve qu'en fait, là, on allait le voir ensemble, Hugo. Et à la fin, on s'est dit, je pense qu'on va pas s'en souvenir. Et moi, c'est un des films dont je me souviens le plus depuis que je l'ai vu. Notamment la prestation de DiCaprio qui fait une de ses meilleures performances. Pourquoi ? Puisqu'il tourne aussi avec un réalisateur qui n'est pas Scorsese, qui n'est pas les réalisateurs avec qui il tourne d'habitude. Et ça fait du bien de le voir dirigé par Pitié. Puis ça montre des facettes qu'on ne voit plus. Et peut-être maintenant avec une réalisatrice. La prochaine, ce sera avec Scorsese. Ouais, c'est ça. Oscar, Melchior, t'avais fait un épisode de podcast juste avant, donc je te laisse découvrir l'épisode de podcast que tu vas venir... Ah, un qu'on a déjà fait. Ah oui, d'accord. On l'a fait. A Complete Unknown. Oui, il a aucun souvenir. Je me souviens plus ce que j'en avais pensé. Et c'est toi qui avais le plus kiffé le film. Je me Ouais, souviens. mais franchement, pareil, c'est parce qu'on parle beaucoup de Timothée Chalamet. Là, il fait une promo gargantuesque sur les réseaux pour son prochain film qu'on fera en podcast. Restez connectés. Timothée Chalamet, pour moi, fait une de ses meilleures performances. C'est un acteur qui me bluffe de plus en plus. Il a une progression dans le monde du cinéma qui est assez folle et une manière aussi une volonté de ramener les gens en salle qui je vois plus trop chez les autres acteurs, donc ça fait plaisir. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas parlé du film. Et pour revenir sur le film, bon, j'avais pris beaucoup de plaisir sur le moment. Là, je sais pas rien ne me reste à part la prestation de Timothée Chalamet, donc je sais pas trop où le mettre. Je pense que je vais le mettre en B. J'ai pas grand chose à dire. Bob Dylan, bon, ça montre le fait qu'il est étranger, inconnu, comme ils disent dans le titre. Donc ça fait du bien de le montrer dans un film. Après, c'est vrai qu'il m'en reste plus grand chose. Je sais pas vous, mais on en a beaucoup reparlé en fait des biopics en général. C'est que les biopics musicaux, je pense qu'on en peut tous plus. Parfois, c'est bien de temps en temps. On en les avait mentionnés lors du podcast. Moi, je sais que j'adore Clo-Clo. Hugo, il adore de Rocketman. Rocketman. C'est des petits coups de cœur. 8 Mile. Oui. Non mais 8 Mile, pour moi, c'est... Ouais. Il joue dedans, il joue son propre rôle, c'est totalement différent. Mais là, le problème, c'est que ça prend aucun risque, c'est pas très intéressant. Et oui, Timothée Chalamet fait une bonne perf, mais réussir à juste être parfaitement imiter un mec qui a déjà existé, pour moi, c'est pas vraiment ça de l'acting. Un biopic, en fait, si tu prends pas de risque, surtout sur les biopics musicaux, en fait, je pense que ça n'a vraiment plus d'intérêt aujourd'hui. Mais en fait, le seul truc dont je me souviens quand même un peu, prestation de Chalamet, est quand même une réal qui était pas dégueu. Mais bon, il y avait du budget, donc après, la reconstitution était ouf. Et un propos aussi assez sympa sur le monde de la musique, comme quoi il y a du renouveau, que beaucoup de gens rejettent la modernité, et que lui, il arrive avec son propre son, et qu'il est rejeté, alors qu'en fait, il fait un son qui va plaire à énormément de monde. Donc bon, le propos était sympa, Chalamet est bien, Moi, je l'aurais mis en B, mais je pense que c'est un B. Hein. Ça peut pas être A en fait.
Juste la critique qu'on avait fait à l'époque, c'était que ça racontait pas grand-chose. Bah, le truc, c'est que faire un film sur un parfait étranger, et si à la fin tu te dis juste je n'ai rien appris sur lui et que c'est un biopic, c'est compliqué. Et il y a un autre problème, il y avait déjà eu un film de fait sur lui, un documentaire. En fait, il y a un moment donné, quand le sujet a déjà été traité à de nombreuses reprises, genre je n'en peux plus qu'on recycle les Le biopic sur Michael va être brillant. mais Le mec ressemble pas du tout à Michael Jackson. C'est son neveu. Bah super, je savais pas, mais il le ressemble pas. Ouais, je sais même pas si c'est ça le problème. Ouais, c'est pas. T'envoies qui au fourneau, Victor? Franchement, bah c'est dans l'ordre, hein. Donc c'est toi, Melchior. Ah bah en plus, je suis hyper content d'en parler. Vas-y. Alors, Nouvelle Vague, film de Richard Linklater qu'on a vu, enfin que j'ai vu moi au Festival de Cannes, pour faire un petit peu le mec, c'est bien, qui raconte les coulisses du tournage du film À bout de souffle, avec deux comédiens qui étaient inconnus du public, et Zoé Dutch, un comédien qu'on peut faire une mention spéciale parce qu'on a bossé avec lui, c'est Aubry Dulin. Salut Aubry, si tu nous écoutes. On a tourné avec un court-métrage avec lui, maintenant il fait du long-métrage, c'est quand même assez dingue parfois le cinéma, ce qui peut se passer. C'est un film qui est très mignon. Je pense que c'est le meilleur terme pour le décrire, c'est sympa, c'est-à-dire je trouve qu'on passe un bon moment, on suit un peu les travers de Godard, de Belmondo, etc., c'est quand même chouette. Bon, après, c'est pareil, c'est que je trouve que c'est pas forcément un grand film. Je trouve que dans la cinématographie de Richard Linklater, il a fait des trucs qui étaient plus intéressants, comme la trilogie des Before ou un Boyhood, etc. Linklater a fait un film qu'il a tourné en 2015, qui sortira en 2115. Je trouve ça ouf aussi. Donc, je trouve qu'il arrive toujours un peu à faire du cinéma différent. Ça faisait pas partie des grands films que j'ai vus, mais ça restait gentillet, et donc j'ai quand même passé un bon moment. Du coup... Ouais, tu vas le mettre en A, je pense. Mais est-ce qu'on peut faire du entre-deux? Ouais, parce que moi je l'aurais mis en B, je pense. Moi, je le mettrais. J'ai du mal à le mettre à côté de ceux-là, mais je pourrais le mettre entre A et B, quoi. Je peux faire du A entre deux ou pas? Oui, c'est bien, puisque il y en a que 4 là, donc. Après, ouais, mais potentiellement celui-là, tu l'aurais pas vu non plus ici. vrai. Donc, Non, moi, je peux pas le mettre en A. C'était quand même pas. Non, après, si, c'est quoi? Allez, je m'écoute. Quand j'en suis sorti, j'en étais content. C'est ça, les gars, c'est la tier list de tout le monde. Et aussi, c'est j'étais pour ça, content de voir Aubry. J'étais content de voir Aubry jouer Belmondo si brillamment. Et je trouve que c'était le point positif, non pas parce qu'on a tourné avec lui, mais parce que vraiment, il était bluffant dans le film. Les acteurs sont bluffants. Mais moi, j'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt, ce film. Vraiment. Non, moi je suis allé le voir avec quelqu'un justement qui avait pas vu À bout de souffle et qui a eu énormément envie de le voir juste après, et c'était un de ses films préférés de l'année alors qu'il n'avait même pas vu le film. Donc franchement, moi j'ai adoré. C'est un de mes films préférés, À bout de souffle. Donc Nouvelle Vague, franchement ça lui rendait hommage, mais après d'un côté américain, encore une fois, c'est une vision américaine de Paris, des Français. c'est pas un afroduleux du coup là. Et c'est en lice pour les Oscars aussi, je crois. Peu de chance. Mais je trouve que c'est un bon A. Vas-y, Hugo. Avatar 3. Du coup, Avatar 3, l'une des plus grosses licences maintenant de tous les temps. Ça a déjà dépassé les 500 millions au box-office en une semaine et quelques. C'est un truc hallucinant. Ça fait plaisir, ça ramène du monde en salle et c'est pour ça qu'on aime ce genre de film. Je l'ai préféré. Alors, je sais que ce troisième volet, il a pas été tellement il a pas été apprécié par le public par rapport aux deux, parce que c'est un peu c'est un peu un remake du 2, ce que tu disais, Melker. On avait lu un commentaire Letterboxd où c'était les scènes coupées du 2 qu'il a reprise pour faire le troisième volet. Et non, je trouve que franchement, par rapport au 2, en fait, ça s'assume beaucoup plus divertissement. Il y a un peu moins, on va dire, de scènes dialoguées. L'histoire est peut-être un peu plus conne que sur le 2, même si déjà sur le 2, je suis désolé, mais l'histoire restait quand même assez chaotique. Je trouve qu'en fait, tu vas voir ce film, pourquoi? Pour l'univers de Pandora. C'est vrai que pour le coup, le scénario en fait du film, peut-être arrêter de dire qu'il n'y a pas de scénario dans ce film, mais c'est plus se dire, en fait, on y va pour l'univers, pour kiffer, pour voir de belles images, et voir quand même certains personnages qui sortent un peu du lot, même si, franchement, il y a un énorme souci dans ce film, c'est le méchant, qui n'est pas assez... je trouve qu'il manque de carrure, il manque de charme, il manque de grandeur, on va dire. C'est un recyclage du premier, une nouvelle fois, toujours ce même méchant, qui, en plus, à la fin, je ne vais pas spoil, mais je trouve qu'en fait, James Cameron est rentré dans un cycle un peu sans fin où en fait, il prend une formule et il l'adapte à tous ses films, enfin à tous ses films Avatar. Donc du coup, je pense sincèrement, putain, mais ça fait chier. Là, l'entre-deux entre le B et le A aurait été parfait. Du coup, il faut que je fasse un choix. Là, les gars, moi, j'ai quand même passé un bon moment devant Avatar, mais je m'en suis j'y ai pas beaucoup repensé. Mais moi, je pense que ça vaut un B, hein, personnellement. Ah, moi aussi. Hein. Ouais,
Ouais, mais après, les gars, vraiment, sur le moment, j'ai quand même passé un super moment et ça me fait chier de le mettre à côté. Moi, j'ai largement préféré j'ai quand même préféré une bataille après l'autre, bien sûr. Ouais, mais là, t'es sur le coup après visionnage. Qu'est-ce que tu en penseras dans 3 mois? Oui, non, mais je suis d'accord. Est-ce mais que tu seras content de revoir cette vidéo et bah, ça me fait chier, les gars, je le mets en B, mais je trouve ça. Moi, je l'ai trouvé aussi bien que le 2, hein, franchement. Moi, je le trouvais mieux que le 2. Le 2. En fait, je peux pas supporter le personnage de Mowgli, là, l'enfant. Ouais, l'enfant, il est compliqué, ouais. Il est horrible. Spider. Spider. Je le mets en B, les gars, même si ça aurait pu chatouiller le A quand même, parce que ça restait une expérience apparente. Tiens. Alors, je suis très content de tomber sur Bugonia de Yorgos Lanthimos. On m'a traîné au cinéma pour aller voir ce film, puisque Yorgos Lanthimos, je vous avoue que ces derniers films, ils m'ont pas trop marqué. Et même Poor Things, qu'on avait fait en podcast, finalement, je n'étais pas rentré dedans comme d'autres ont pu. Bugonia, donc j'y suis allé à contre-cœur, je savais pas de quoi ça parlait. Juste, il y avait Emma Stone et Jesse Plemons, qui sont 2 acteurs que j'adore et qui font encore une fois une prestation magnifique. Les 2 sont assez bluffants. Il y a le personnage du cousin aussi de Jesse Plemons qui est dedans et qui est à mourir de rire. Bugonia, c'est un remake d'un film japonais qui s'appelle Je ne sais pas, donc je pourrais pas vous dire, mais ça sera mis au montage. Et donc en fait, l'histoire, elle est hyper intéressante, très étrange. Ça parle de complotisme aux États-Unis, ça parle de rapports de classe sociale, ça parle de plein de choses dont parlent les films en général. Mais là, c'est vraiment un super film. En fait, j'y suis sorti complètement bluffé par la proposition de Yorgos Lanthimos. Donc rien à dire, c'est du A pour moi. Franchement, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Et vieillit bien avec le temps, tu trouves pas? Et ouais, je trouve qu'il vieillit bien. Et c'est un des films comme en fait on en voit très rarement. Et ça fait plaisir, il y a une très belle image. Et encore une fois, les prestations d'acteurs, c'est... Il n'y a rien à dire. J'ai beaucoup aimé aussi. C'est ton préféré, toi, de Yorgos ou pas? Oh non, pas du tout. Moi, je pense que mon préféré... The Lobster était ouf. J'avais adoré. Mais je sais pas, j'en ai pas de préféré en vrai. Pour Melchior, encore un podcast, j'en donnerai un à Hugo après. Ah. La venue de l'avenir. Avec un joli jeu de mots comme tous les films de Cédric Clapiche, qui en est à nouveau le réalisateur. Un film qu'on avait fait en podcast, dont j'étais sorti assez enthousiaste, je dois dire. Je pense que je maintiens un enthousiasme, mais qui est peut-être un peu moindre, car je n'y ai pas beaucoup repensé. C'est un film qui, du coup, raconte une histoire familiale un peu à travers le temps, entre aujourd'hui et les années un peu, je crois, 1870-1880. Enfin, le Paris de Monet, etc. Avec toute la nouvelle génération d'acteurs, donc Abraham Wapler, Paul Kircher, Vasily Schneider, Suzanne Lindon. C'est un film qui, à nouveau, est sympa. Moi, j'aime bien les films aussi qui font du bien. Je trouve que ça fait du baume au cœur, ça nous donne de l'espoir, mais qui prend pas non plus énormément de risques dans la narration. Ça reste gentil. Là où je trouve que la trilogie des Clapiche, Auberge espagnole, Poupée russe et Casse-tête chinois, ont beaucoup plus de chiens, en fait, ont beaucoup plus d'intérêt. Même encore, je trouve que c'était un film qui avait plus de puissance. Donc j'ai trouvé ça sympa, sans plus. J'ai l'impression de me répéter par rapport au dernier. Donc j'ai envie de mettre A à nouveau. A? Ah ouais, moi non. A pour la venue de l'avenir? Bah ouais, un peu comme la nouvelle vague, quoi. Je trouve que c'est des films qui sont Je croyais que t'allais mettre ça en F. en F, la venue de l'avenir. Non. Bah, je croyais que t'allais mettre entre B et F, quoi, mais... Je pensais que t'allais mettre en Non, B. non, franchement, si je suis honnête, je pourrais le mettre en B. Si je devais vraiment mettre un truc, je le mettrais entre A et B. Peut-être que je le mettrais en B, ouais. Je sais Moi, pas. je l'aurais mis en B, l'avenue de l'avenir, parce que c'est un très bon moment, mais où tu repenses pas du tout, et il y a quand même pas mal de défauts dedans. Bah après, je sais pas, le truc, là je regarde en fait. Non mais en fait, il faut pas que je fasse par rapport aux autres. C'est vrai que si je compare à la nouvelle vague, c'était moins bien que la nouvelle vague. Donc je pense que peut-être. Mais surtout, non, mais fait par rapport à. Mais c'est cool, c'est ça qui va être sympa, c'est d'avoir plein de films Ouais, différents. allez, tu sais quoi, qui B. Parce que en fait, je fais par rapport à mon intuition sur la nouvelle vague. Moi, tu vois, la venue de l'avenir à côté d'Avatar 3, je trouve ça génial, parce que je trouve que ça va finalement bien La venue ensemble. de l'avenir, j'y ai pas repensé une seule Ouais, moi, seconde j'y ai en pas sortant trop du repensé cinéma. non plus. Mais c'est un bon moment. Hein. Ouais, c'est vraiment un bon moment. Hugo, je vais te donner une grande responsabilité. Je peux pas te donner F1 ni Mission Impossible parce que tu viens d'avoir Avatar, ce serait un peu redondant. Ce serait dur. Donc, The Brutalist. Ah putain, j'avais oublié que c'était cette année. Putain, The Brutalist, les gars. Hop, je me mets bien en place pour parler de cet ovni. Alors, The Brutalist, en plus, cette année, il a pas été trop dans les classements de tout le monde parce que c'est un film qui est sorti aussi en 2024 aux États-Unis et dans d'autres 2025. pays. Ah ouais. Bah non, il est sorti en 2024 par exemple aux États-Unis et tout, et chez nous il est sorti en 2025. The Brutalist, c'est quand même une des grosses sorties film de 3h30 avec une entracte. Nous on a vu le film au cinéma. Petit, on recite l'anecdote, on redonne l'anecdote, mais avec Roman Polanski qui était dans la salle avec nous, donc ambiance très clivante, très bizarre. The Brutalist, donc
Donc, film de Brady Corbett, fait, moi c'est ça que je trouve toujours ouf, pour 9 millions de dollars de budget à peu près. Film de 3h30 avec des têtes d'affiche, avec une vraie ambition cinématographique sur cet architecte hongrois qui arrive aux États-Unis pour du coup se reconstruire. Et donc du coup, franchement, il y a une période où en fait, moi j'ai trouvé que déjà la fin du film était brillante. Moi c'est quelque chose que j'accorde énormément d'importance à la fin des films. Je trouve que The Brutalist a des scènes mémorables sur la fin. Il y a vraiment de la longueur sur la deuxième partie après l'entracte, où je trouve que c'est pas un film parfait non plus. Ça se voit parfois qu'il est à 8 ou 9 millions de budget sur certains moments où ils ont dû tourner Haute Park aux États-Unis. Et en vrai, franchement, le résultat est déjà tellement énorme. Ça, c'est le genre de film que j'aimerais bien mettre avec le temps entre A et S. J'hésite vraiment à le mettre en S, mais je pense que je vais rester en A parce que je ne l'ai pas trouvé non plus mémorable. Et je trouve qu'en fait, c'est comme une bataille après l'autre. Il a ses défauts, mais c'est quand même des films qui m'ont fait tellement kiffer et auxquels j'ai quand même pas mal repensé. Donc bravo à The Brutalist, bravo à Brady Corbett. Et Adrien Brody qui gagne l'Oscar du meilleur acteur. Et pour la deuxième oui, fois. ouais, moi ça j'accorde un peu mon importance. Non, mais ça montre quand même aussi. Ouais, et non, mais bien sûr, il a eu l'Oscar du meilleur acteur. Et voilà, The Brutalist qui a tout raflé à côté d'Anora qui lui a surperformé. Pour notre plus grand bonheur. Il y avait quelque chose de super que j'avais trouvé dans Brutalist et j'y ai pensé après. C'est la manière dont il a filmé la scène d'amour avec sa femme dans la deuxième partie, qui est magnifique. Puis ensuite, la scène de viol, qui est beaucoup plus brutale. Et en fait, les deux scènes m'ont énormément marqué. Et dernier truc, la BO de The Brutalist, ça fait plaisir de voir des BO de grand cinéma. Et ça, c'est trop cool. Oscar, qu'est-ce qu'on va te donner? La petite dernière. La petite dernière de FZRZ. Ah. Un film qu'on a vu tous les trois au Festival de Cannes. On a eu beaucoup de chance. Moi, c'est un film que j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré voir le parcours de cette femme qui a une émancipation, qui est pas piégée, mais dans un trouble entre son orientation sexuelle et sa religion. Je trouve que c'est traité de manière assez fine, subtile. FZRZ, elle est pas du tout... En fait, de mon point de vue, quand je l'ai regardée, je trouve qu'elle est pas du tout dans les clichés. Ensuite, j'ai appris qu'il y avait pas mal de filles qui, du coup, pouvaient s'identifier au personnage principal, qui attendaient énormément ce film et qui étaient assez dérangées par le fait que cette femme fasse son émancipation à Paris, que ça soit un peu cliché de la fille qui a besoin d'aller à Paris, rencontrer les homosexuels parisiens pour pouvoir s'émanciper en tant que femme homosexuelle et musulmane. Moi, comme c'est un sujet qui me touche un peu moins, je l'ai pas remarqué. Donc j'ai regardé vraiment le film d'un œil extérieur, pas forcément touché par cette situation. Et j'ai trouvé que c'était magnifique, très sensible. La fin avec sa mère est bouleversante. Moi, j'ai lâché mes larmes. Quand je lâche mes pleurs, pour moi, c'est réussi. Donc franchement, ça va être pour moi S. Ah ouais. Ah ouais, putain. Ah oui, d'accord, ok. Non, moi, C'est pour moi un des A. films, le film français qui m'a le plus touché cette année. Ah, moi, c'était un A. Moi, c'était un ouais. A. Bon, Pas du tout. mais putain, pas ouais. du tout S. Pas du tout Ouais. S, ouais. En fait, j'y repense énormément, mais j'avais oublié S. Bugonia, j'aurais peut-être pu le mettre en S. Ouais. Je l'avais oublié. Donc, mais après, je peux pas mettre non plus la petite dernière. Mais on s'en fout. Non, mais c'est le Mais but, bon, allez. c'est le but de Hop. ça. De Faut ce. suivre son intuition. Putain, premier. C'est les ouf gars, que la petite dernière soit le premier S. C'est premier S, putain. Non, c'était bien, hein, c'était très bien. Ouais, mais- moi j'ai vraiment. Franchement, et avec le temps, il vieillit très bien le film dans ma tête. Franchement, c'était un très beau film. Melchior, je t'invite à venir. Peut-être le deuxième S, on sait pas. Mickey 17. Ah putain, qu'on a rattrapé il y a pas longtemps. Spoil, ce n'est pas un S. C'est le dernier film du réalisateur Bong Joon-ho, qui est un réalisateur qu'on connaît tous pour Parasite, qui est considéré comme peut-être un des plus grands films du 21e siècle, qui est, je crois, le mieux noté sur toutes les plateformes, qui avait récolté 7 Oscars à l'époque, qui avait fait son discours à Scorsese, enfin bref. Un grand type, et qui a fait aussi Memories of Murder. Mickey 17, moi j'ai vraiment beaucoup moins aimé, c'est-à-dire que c'est un film qui est hyper ambitieux. C'est avec Robert Pattinson, et ça se passe dans une sorte de climat totalement dystopique, où tout le monde est parti sur une nouvelle planète pour la conquérir, avec Mark Ruffalo, qui est une sorte de Trump dystopique. C'est sympa, le concept est cool, c'est un type qui meurt 17 fois et ils sont sur une planète nouvelle. Juste, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce film. En fait, quand il y a un film de science-fiction, je trouve que la règle, c'est que si on se rappelle pas bien de l'univers et qu'on trouve pas que l'univers est dingue, c'est que souvent que c'est raté. Et en plus, les histoires qui sont racontées au sein même du scénario de histoires d'amour sont pas forcément très intéressantes.
Donc pour moi c'est un B. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, j'ai quand même passé un super moment. En fait, je suis d'accord avec toi sur l'univers de Mickey 17. On n'arrive pas trop à le cerner. On ne cerne pas cet univers. T'es dans un truc perdu un peu et t'es pas embarqué. T'es à moitié embarqué parce que c'est quand même un bon film. Hein. Moi, j'ai bien kiffé. En fait, J'aurais c'est juste peut-être que mis en A, moi. quand tu compares à Soleil Vert, qui en vrai je trouvais un film un peu dans la même veine, tu vois, sur l'économie de bouffe et tout, c'est vraiment moins bien. Et surtout, je trouve qu'il a perdu son côté réal un peu coréenne et que c'était très axé américain. C'est ce que j'allais dire, c'est les réalisateurs coréens qui marchent et qui veulent aller à Hollywood. Dossier 137 pour Hugo. Du coup, Dossier 137, je suis content de tomber sur ce film parce que c'est quand même un film qui a pas mal divisé. Quand il est sorti à Cannes, les gens l'ont pas adoré. Et après, une fois qu'il est sorti en salle à Paris, il y a eu quand même plus d'engouement sur le film. C'est un film qui, on va dire, dans ses propos, est hyper intéressant. C'est un policier qui blesse un manifestant gilet jaune et qui du coup va y avoir une enquête. Ça parle de la police des polices. Donc ça là-dessus j'ai trouvé que c'était très cool le rapport à du coup la police en France. Hein, c'est quand même quelque chose de très clivant surtout avec ce qui se passe aujourd'hui et dans notre politique. Et en fait le propos, toute la partie du propos, elle était hyper intéressante. Moi là où j'ai un gros souci avec ce film, c'est dans sa mise en scène et aussi j'ai trouvé, alors moi il y a un énorme problème dans ce film personnellement, c'était la direction d'acteur. J'ai trouvé que la direction d'acteur, alors que j'adore Léa Drucker, il y avait qui d'autre qu'on connaissait déjà, putain. Il y avait le gosse. Oui, après, mis à part Léa Drucker, désolé, j'ai pas les autres noms là en tête, mais en tout cas, je trouve que les acteurs de base, j'en avais vu déjà plusieurs dans d'autres projets, j'ai trouvé tout super. Là, dans ce film, je trouve que je sais pas comment expliquer, mais ça sonnait faux à plein de moments, alors que je suis le premier à adorer Léa Drucker. Surtout, il y a un monologue de fin que je trouve vraiment qui m'a pas du tout touché. Alors ça c'est quelque chose de très personnel, mais j'ai trouvé que ça sonnait très téléfilm. Je sais que c'est facile de dire cette critique-là pour des films qu'on a moins aimés, mais franchement, je sais pas. Moi je trouve que c'est un film qui m'est pas resté en tête. Quand on l'avait vu à la première avec Melchior à Cannes au tapis rouge, je m'en fais encore plus les mecs là. Et franchement on était hyper contents. Moi j'adore de Dominique Moll, La Nuit du Douche, je trouvais ça top. Et franchement, je suis passé à côté de ce film-là, et malgré le fait que le propos m'ait touché, donc pour moi, c'est un B. Moi, j'aurais mis F. T'aurais mis F? Ah ouais, non, ouais. Mec, Moi, je trouvais ça complètement raté, et je trouve que du coup, tout le propos dont tu parles, en fait, il l'a complètement desservi. Parce qu'il aurait fallu faire un documentaire sur cette histoire et pas un film de fiction. Et dès que tu te trompes de genre de film, c'est problématique. Moi, franchement, B. Parce que ça reste très moyen, surtout. Et ouais, B. Quand je vois Chien 51, j'ai quand même préféré un Chien 51 qui, je trouve, au final, est horrible. Je suis ok avec toi sur le côté téléfilm, en revanche, pas du tout sur Léa Drucker, qui, justement, dans son monologue de fin, je la trouve impressionnante. Elle a des regards et des silences qui sont magnifiques. Donc, Léa Drucker, rien à Je dire. sais pas du tout, j'ai pas du tout aimé la direction. C'est entre B et F. Hein. De tous les comédiens. Genre, vraiment, j'ai trouvé. Mais même, en fait, je sais pas, moi, ça m'a pas du tout touché. La scène de Zai 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 dans la voiture, là, c'était gênant. Film sorti Film sorti uniquement sur Netflix. Ok, je l'ai vu la semaine dernière. Wake Up Dead Man. Il faut que tu te passes Barambert. Film que j'ai vu la semaine dernière, donc. Wake Up Dead Man, le volet numéro 3 de À couteau tiré. Donc réalisé par Ryan Johnson, avec cet acteur que je commence vraiment à adorer, qui s'appelle Josh O'Connor, qui est la tête montante du cinéma. Bon, il est anglais, si je me trompe pas, mais du cinéma, voilà, américain, britannique, je sais pas, comme vous voulez, m'embêtez pas. Et ce personnage, donc créé par Daniel Craig, de Monsieur Benoît Blanc, contrairement aux deux, qui étaient pour moi ratés dans tous ses aspects, le 3 est plutôt réussi, puisque justement se concentre sur ce personnage de Josh O'Connor qui joue le curé, le sexy... Comment ils appellent ça? Sexy Priest. Sexy Priest, donc Priest. premièrement incarné dans Fleabag par monsieur Andrew Scott, et donc là par Josh O'Connor qui a aussi un tatouage assez sexy dans le cou. Donc franchement, on suit 2h30 qui passent très vite, cette histoire, ce scénario qui est, comment dire, très généreux en fait. On nous en donne plein à voir, à réfléchir, à douter. Les acteurs sont tous assez impressionnants. Bon, bien sûr, il y a énormément de budget, donc on les paye grassement et ils jouent tous très bien. Franchement, j'ai rien à dire sur ce film. C'est des films comme on n'en fait pas souvent.
Parce que c'est vraiment des films très grand public, bien faits, bien réalisés. La mise en scène est assez géniale. Les couleurs, l'étrangeté de l'histoire, enfin, tout est super. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais y a rien à dire. Moi, celui que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était le premier, à couteau tiré, qui vraiment je trouvais hyper réussi parce qu'il y avait une ambiance aussi un peu automne dans la grande maison anglaise. Le 2 est une catastrophe et lui est un peu mieux. Je trouve pas que ce soit très réussi pourtant. Par contre, oui, c'est toujours sympa un film de crime très grand public. Juste ce qui est sûr, c'est que c'est mieux que Glass Onion. Largement. Mais en fait, l'histoire est bien faite. C'est un film bien fait alors que c'est une production Netflix, énormément de budget, donc j'en attendais pas une bataille après l'autre. Mais ça fait très Netflix, moi c'est sûr, c'est le problème. Ouais, non, moi je trouve qu'il recycle. Moi j'en peux plus des à couteau tiré en fait. Toujours ce même schéma, ce même système, ce même ton. Et oui, là il y a l'aspect religieux que j'ai bien aimé. Ouais, c'est en B, hein, moi, entre F et B. Ouais, moi j'aurais mis B, je pense. Après, non, mais il faut pas qu'on Je suis t'influence. entre A et B, moi, mais Non, mais c'est quand même plus un B. En fait, là, j'ai dit beaucoup de compliments puisque mes attentes étaient très basses. Mais en soi, oui, c'est pas non plus révolutionnaire. Donc, ouais, je trouve qu'il se passe. Vous savez que moi, le 1, je pense que j'aurais pu le mettre en S. Je te jure. Moi je le mets en A. J'ai Le... adoré c'est le entre 1. A et S. Hein. Melchior, Sirat. Bon, là, j'avoue, j'ai beaucoup de chance. Moi, c'est pas une surprise que de vous dire ça, mais je pense que c'est peut-être mon film préféré de l'année. Enfin, parmi les films préférés que j'ai vus cette année. Je pense que c'est un des films auxquels j'ai le plus repensé. Oliver Lax, du coup, qui est un réalisateur franco-espagnol, apparemment, qui raconte une espèce d'énorme rave party dans le désert marocain et un père qui essaie de retrouver sa fille. On se comprend très vite qu'en fait, le scénario qui est que le père essaie de retrouver sa fille n'a pas tant d'intérêt que ça. C'est un film énormément d'ambiance. Moi, j'adore les films comme ça où tu vis une sorte d'expérience temporelle. La BO, je pense, est parmi les meilleures que j'ai pu expérimenter au cinéma de ma vie. Je l'ai aussi je l'ai aussi vu à Cannes dans une grande salle, donc ça fait que le son était dingue, l'expérience, était vraiment vivante et c'est rare de vivre ça au cinéma. Et c'est un film aussi où tous les acteurs sont pas des vrais acteurs, enfin à part l'acteur principal, c'est des gens un peu pris par hasard dans des trucs, dans des rêves trouvés par Oliver Lax. Et donc ça, c'est assez dingue d'avoir réussi à les faire jouer de cette manière. C'est un film avec plein de rebondissements, où on suit vraiment une épopée. C'est vraiment comme une sorte de Mad movie, c'est Mad Max, pardon. Et donc c'est vraiment quelque chose, je sais pas, qu'il fallait voir au cinéma cette année. Je pense que pour ceux qui l'ont pas vu, c'est absolument à rattraper. Il sera aussi aux Oscars. Moi, j'ai espoir qu'il gagne quelque chose. Je sais pas trop ce que je peux dire de plus, si ce n'est que la fin, moi, c'est le seul petit défaut que j'ai avec ce film. Il y a une scène finale qui, je trouvais un peu bof. Mais à part ça, c'était vraiment bluffant. Et j'ai rarement été aussi surpris par une scène, sans vouloir trop spoiler, qui s'est passée au milieu du film au cinéma. Peut-être que vous voulez dire un truc. Totalement d'accord avec toi. Je l'ai vu 2 fois au cinéma. Oui, et donc, pardon, juste, évidemment, c'est un S pour moi. Ouais, Sirat, j'ai vu 2 fois au cinéma, donc rien à dire de plus. Ouais, c'est l'un de nos films préférés en vrai. Et c'est un des films on en voit. J'en ai jamais vu des comme ça au cinéma. Et donc, je pense que des dernières années, c'est ce qui m'a le plus. C'est ma meilleure expérience de ces dernières années, quoi. Mais autre aussi, c'est un film fait pour le cinéma. Et ça, j'adore les films qui sont calibrés pour que tu ailles en salle le voir. Et je pense que par contre, si vous le voyez chez vous, Sirat, j'ai peur que ce soit peut-être un peu moins bon. Mais parce qu'il faut le voir au ciné, il faut que les gens se déplacent. C'est le genre de film où tu le vois et tu te dis, putain, j'aurais tellement aimé avoir fait ce film. Genre, tellement c'était intelligent. Et moi, la scène d'intro du film, mais elle m'est tellement restée en tête quand ils installent les caissons de musique, etc. Vraiment, c'est incroyable. Et c'est un film, je crois, qui a fait 800 000 entrées en France. Ouais, ça a fait des 800 000. C'est dingue. La force de la France aussi de faire un film qui est presque 1 million d'entrées alors que c'est en espagnol sur une rave. Enfin, c'est dingue. Donc vraiment bravo à lui et j'espère que ça va continuer. Et des promesses de scénario qui sont complètement éjectées en plein milieu du film, c'est pareil. On a de la chance de vivre en ces temps de cinéma. Hugo, je te propose Mission Impossible. Alors, je vais être assez bref sur Mission Impossible, du coup, partie 2 de The Final Reckoning. Franchement, la première partie de ce Mission Impossible, je l'avais adoré, perso. J'ai trouvé que c'était vraiment il y avait plein de prouesses techniques, il y avait vraiment des scènes d'action, mais qui n'en finissaient plus. C'était tellement généreux en action, et c'est ce qu'on demande sur un Mission Impossible. Je trouve même que les bases du scénario étaient assez bonnes. Il était contre une IA et tout. C'est pas non plus grandiose, mais c'est tout ce qu'on veut pour un Mission Impossible. Il y avait de l'humour, c'était de l'humour un peu plus fin. C'était un peu plus en finesse. Il y avait pas trop on va dire, de niaiserie, de côté mielleux qu'on veut pas voir dans les films d'action, et on veut juste que ça bourrine et voir Tom Cruise stylé sauver la planète. Là, moi, j'ai trouvé que c'était le pire Mission Impossible de toute la saga. Très peu d'idées. Alors, il y a une scène qui est géniale, tout le monde a fait qu'en parler. C'est vrai qu'elle est dingue quand on la voit au cinéma. On a été au Grand Rex en plus pour la voir.
c'était la scène dans le sous-marin. Et les avions. Avion, moi j'ai trouvé que ça faisait... on l'avait déjà vu 15 000 fois. Mais par contre, scène de sous-marin, il y avait un côté très religieux, un truc assez mystique dans cette scène d'action qui était assez folle. Ils ont tout basé là-dessus, elle dure 15-20 minutes je crois. Trop bien, génial, sauf que tout le reste est horrible. La fin, elle est ignoble. Moi, sincèrement, j'ai honte. Enfin, j'ai honte au réalisateur de terminer un Mission Impossible comme ça, parce que les Missions Impossibles, normalement, c'est censé être un truc hyper léger, jovial, très humoristique, et avec le côté le moins mielleux possible. Là, ça a été... Mais vraiment, t'avais des scènes, c'était tellement raté. La fin, je pense qu'il y a 20 minutes de clôture de personnages un peu pareil. Ils ont le même problème avec Stranger Things, l'épisode final, ça on en parlera pas. Mais en tout cas, j'ai été hyper déçu. Et je crois que c'est le dernier Mission Impossible. Ouais, je crois. Putain, Bon, après, il y aura pas de problème pour revenir, je pense. Ouais, mais j'ai vraiment trouvé... J'ai été hyper déçu par ce Mission Impossible, alors qu'on est fan de la saga. Là, peut-être que c'était pas un réal assez auteur, parce qu'il y a quand même eu... C'est lui qui avait fait le premier... Il y a eu du De Palma, du John Woo qui ont été dedans. Il y a eu même celui qui avait réalisé Les Indestructibles, Brad Bird, qui avait fait... En gros, ils ont eu plein de réalisateurs, d'auteurs. C'est pour ça qu'on aime autant cette saga. Là, le réal est peut-être pas à la hauteur de Mission Impossible. Donc du coup, pour moi, c'est un F, sincèrement. Vraiment, malgré la scène du sous-marin qui a été géniale. En tout cas, c'est la même affiche que Chien 51. Un film qu'on a fait en podcast, Jouer avec le feu. Jouer avec le feu. Que dire sur ce film? C'est vrai qu'on l'a vu il y a longtemps, donc bon, j'ai quand même un souvenir de 3 grandes prestations, et moi c'est quelque chose, c'est vrai que j'en parle beaucoup dans toutes les interventions du jeu d'acteur, c'est quelque chose c'est peut-être ce qui me touche le plus au cinéma, et donc là, il y avait rien à dire avec un Benjamin Voisin qui s'impose comme un des plus grands acteurs français du moment, que ce soit théâtre, cinéma, il y a rien à dire. Après l'histoire, je sais pas quoi en penser, franchement. C'était sympa sur le moment, mais j'y repense plus du tout. C'est pas un film qui m'a marqué, même en termes de réalisation, j'ai trouvé ça assez basique. C'est horrible de parler comme ça, mais oui, j'ai pas trouvé grand chose d'assez spectaculaire. Et en tout cas, quand je vois tous ces films-là, en tout cas en A et en S, qui proposent des choses assez folles, celui-ci n'en propose pas tant que ça. Après, ça parle bien sûr de ce qui se passe en France, de la montée du fascisme, des enfants qui sont complètement paumés dans leur vie et qui vont s'intéresser à des groupuscules d'extrême droite. Donc, bon, voilà, le sujet est très sympa, mais quand c'est filmé de manière assez lambda, je suis désolé de parler comme ça, mais pour moi, c'est ce qui s'est passé. Je suis obligé de le mettre en B. Ouais, je refais pas. Ouais, c'est dur parce que ce film, on l'a vu en début d'année, janvier, je me souviens. Oui, mais il a pas survécu à l'épreuve du temps. Non, mais du coup, c'est dur parce qu'on a peut-être surnoté d'autres films qu'on a vus il y a pas si longtemps que ça. Mais je suis d'accord que c'est un B. J'aurais peut-être mis en B aussi. Tu as vu ce film? Bah écoutez, je suis assez content de tomber sur Weapons, parce que je pense qu'on va pas être d'accord. C'est donc un film d'horreur américain que j'ai rattrapé du coup cet été quand il est sorti, qui a énormément fait parler de lui parce que c'était un concept assez nouveau où t'as plein de gamins qui disparaissent dans une ville. Et non, ce n'est pas Stranger Things, c'est bien Weapons. Et c'est un film qui est à la fois très drôle, il y a beaucoup de moments où je trouve on rigole, et qui marche très bien en termes de screamer, etc. L'univers qui est développé est assez intéressant, je trouve, et c'est toujours une force ça pour les films d'horreur. Et moi qui suis pas un adepte des films d'horreur, quand il y a un truc qui est nouveau, où il y a quelque chose en tout cas d'original, c'est toujours prenant. Donc moi je trouve que c'est plutôt une réussite dans le genre. Je sais que le film a été adoré à l'international, etc. Ça a fait un nombre d'entrées incalculable, mais les films d'horreur ça marche toujours bien. Bah bien, mais sans être grandiose quoi. Donc j'ai un peu envie de le mettre entre A et B, c'est ça le problème. Moi je vais être obligé, je peux pas le mettre à B parce que j'ai trouvé ça vraiment mieux que les autres. Donc je dois être obligé de le... Tu compares pas avec... Ok, bah je vais être obligé de le mettre en A. Parce que... Ah oui non, si je le compare pas aux autres... Ton ressenti? Bon non, si je remets un ressenti franchement c'est entre A et B. Mais le truc c'est que j'y ai repensé. Parce que le personnage du méchant, enfin la méchante est terrifiante. Et ça m'a quand même marqué. Et Josh Brolin qui joue du coup le personnage principal en tant que papa est incroyable. Donc non, tu sais quoi, je le mets en A. Ouais, moi je l'aurais mis en B. Hein. Donc c'est pas déconnant. Marche ou crève, ça va être assez rapide, j'ai pas grand chose à dire sur le film. Le réalisateur est celui qui a fait tous les Hunger Games, ça se voit. Franchement, c'est un film où le concept est cool. Stephen King a toujours des très bons concepts, de toute façon, ça vient de son livre que j'avais lu plus jeune, qui était très bien. Je trouve que la retranscription, elle est
elle est très mauvaise. Enfin, pas très mauvaise, mais mauvaise, tout simplement. Je pensais que j'allais être diverti, que j'allais passer un moment correct et que ça allait être cool. Et j'aurais pu, là, dans ces cas-là, le mettre en B ou A. Mais le problème, c'est que je trouve que les dialogues du film... En fait, c'est un film où il n'y a pas tant d'action que ça pour un film grand public. Ça, je trouve que l'idée de base était hyper cool. Et en fait, je pense que ça aurait été mieux que ce soit un réalisateur d'auteur pour faire ce genre de film où tu travailles vraiment les dialogues, où tu vois des jeunes qui se racontent vraiment des choses profondes, vraiment sensées, où ils parlent vraiment de leur vie. Là, quand on était ressorti de la séance avec quelqu'un, on se disait, mais en fait, qu'est-ce qu'il raconte dans ce film ? En fait, rien. Et c'est trop dommage parce qu'en fait, tu pourrais te dire, si ce film avait été fait par un Richard Linklater qui se met en mode dialogue à la Before Sunrise, finalement, sur Dur Marche ou Crève, je vous jure, si vous regardez le film, vous vous direz, ça aurait été beaucoup plus intéressant, car il n'y a quasiment pas d'action. C'est gore que à certains moments. Et en fait, c'est assez dommage. Je trouve que, franchement, les acteurs... Ah oui, il faut qu'on parle des acteurs. C'était... le fils de Philip Seymour Hoffman. Le fils de Philip Seymour Hoffman et du coup, celui qui joue son pote, qui est... j'ai plus le nom. Je suis désolé, vous mettrez le nom de l'acteur. Franchement, c'était une grande performance d'acteur sur les deux. Ils étaient génialissimes. Donc ça rattrape vraiment le film. Après, où je le mettrais, parce que je crois que j'ai quand même préféré à Chien 51 et Mission Impossible. En vrai, j'ai quand même passé c'était moins long déjà. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelques subtilités, quelques moments assez intéressants. Je vais le mettre, franchement, en B. Ça se joue entre le F et le B, mais je vais le mettre en B1. Juste, en fait, ce qui est dommage, c'est que pour l'adaptation du livre, le concept était dingue. Mais c'est ouf comment tu peux en fait complètement rater des adaptations. Et Hunger Games, en fait, il aurait pu le rater, juste il s'avère qu'il a fait un bon film. Ouais, c'était sympathique. C'était mieux déjà, ouais, c'était mieux, c'était réussi. Il reste 3 films, 2 qu'on a fait en podcast. Ferme les yeux et The Smashing Machine. Trop le seum. Bon, alors pour ma part, on va plutôt très bien finir puisqu'on parle de Smashing Machine. Voilà, vous pouvez l'entendre au ton de ma voix, c'est pas du tout une réussite, même un gros échec. Ok, non. Il y a un point positif à retenir, c'est la réal, qui pour moi est assez spectaculaire. Le côté docu-fiction, en fait, on peut penser que c'est un docu-fiction, mais on est totalement dans une fiction. La manière dont la caméra bouge, suit ce personnage, franchement, c'est assez bluffant et de toute façon, c'est comme le font les frères Safdie naturellement. Donc ça, on n'était pas très surpris. Le reste, je suis désolé, mais The Rock, c'est pas du tout une bonne performance. Faut arrêter de dire qu'il a bien joué. Il devrait même pas être nommé. Il est nominé ou pas Ouais, il il est nommé, nominé, je mais pense. c'est n'importe quoi. C'est juste, en fait, dès que quelqu'un fait une transformation, faut que ça soit extraordinaire. Non, il y a rien. Il ne sait pas jouer. Il n'a aucune émotion. Il n'a d'aucune sensibilité. Quand un acteur a besoin de se cacher le visage pour pleurer, c'est que il n'y arrive pas, il ne ressent rien. Voilà, sinon en vrai, il n'y a rien à dire sur Smashing Machine. En plus, je trouve ça hyper misogyne. Le personnage d'Emily Blunt, il est catastrophique. T'as l'impression que c'est juste une relation toxique et que, comment il s'appelle ? C'est lequel Benny Safdie prend parti pour The Rock. Donc franchement, je ne comprends pas comment ce film a pu exister. Et j'espère que son frère fera un bien meilleur film, et je le pense. Je pense que c'est déjà le cas. Ouais, je pense aussi, ouais. Bon, on est tous d'accord, je pense qu'on n'a pas grand chose à dire à plus. Ah non, il n'y a rien à dire. Tu as vu F1. C'était un bon film. Bon, F1, pour une fois, je vais pas vraiment être dans le sens du public. Les gens trouvent que F1 est un très bon film, ce n'est pas un bon film. Alors, c'est un très très bon divertissement. C'est-à-dire que c'est vivre dans une voiture avec Brad Pitt qui ne vieillit pas parce que le Botox lui permet de se tenir en vie. Par contre, c'est un film qui est très réussi sur, je pense, les sensations de la F1. Je pense que dans les biopics, dans les films sportifs, c'était dur de retranscrire ça mieux. Mais il y a juste un énorme problème de scénario parce que c'est ni touchant, ni intéressant. On comprend pas très bien les règles de la F1. Et donc, je trouve que c'est assez raté dans son ensemble. Juste, c'est une prouesse technique tellement incroyable que, évidemment, c'est chouette. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être dans la voiture avec les personnages. Juste, c'est ce que je disais aussi lors du podcast. Franchement, regarder une course de F1, c'est mieux que regarder ce film. Je suis désolé de le dire. Et j'aurais espéré qu'il fasse quelque chose de mieux. Après, je crois que c'est le plus grand film de la carrière de Brad Pitt en termes de box-office. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Mais moi, je trouve ça sincèrement raté. Juste comme c'est une prouesse cinématographique, en fait, c'est exactement comme un Avatar pour moi. C'est le même genre de film. Et donc, comme ça, en plus, emmené énormément de personnes en salle, c'est toujours une bonne chose. Donc, je le mets en B à côté de ses confrères. Ouais, il est bien placé en B1. Et je crois qu'il y a des dispositifs filmiques qui ont été créés exprès pour ce film.
et donc qui n'existait pas en F1. Donc quand tu élèves le niveau du cinéma, c'est forcément un peu une bonne chose. Bon, il n'y a pas de suspense, il reste un film, Partir un jour. Bah, là, les derniers, Partir un jour, film de Amélie Bonin. Donc, c'est son premier film après avoir fait le court-métrage de Partir un jour avec Bastien Bouillon et Juliette Armanet. Elle a gardé ses deux comédiennes. Ça a fait l'ouverture du Festival de Cannes. En plus, quand tu fais l'ouverture d'un Festival de Cannes avec ton premier film, c'est pas souvent évident. C'est la première fois, je crois. C'était la première fois pour un premier film. Ok, bah voilà, comme quoi c'est pas évident du tout, parce qu'en plus, c'est la première fois. Franchement, le court-métrage, on avait tous adoré. Surtout Melchior et Oscar, mais moi, j'avais vraiment trouvé ça très bien aussi. C'était très bien fait. L'aspect comédie musicale était ultra réussi. On avait de l'émotion, en fait, à l'intérieur de ce film. Le problème, aujourd'hui, de Partir un jour, je trouve, c'est que, en fait, ça veut rendre hommage à nos vieux titres un peu populaires, on va dire, des années de nos parents à maintenant. Et ces soirées-là, du Dalida... Alors on danse. Alors on danse de Stromae. En fait, elle a voulu mélanger, elle a voulu faire un film un peu intemporel. J'avais oublié Alors on danse. Ouais, au début. En fait, elle a voulu faire un film intemporel et je trouvais l'idée de base géniale de rendre hommage un peu à tous nos hits en France, d'être un peu fier de notre culture francophone au final. Sauf qu'en fait, elle l'a fait d'une manière tellement... En fait, ça en devenait gênant en fait. Il y avait trop de scènes qui ne marchaient pas. Je pense, elle a utilisé trop de musique dans son film. Je pense qu'il fallait peut-être l'aspect comédie musicale qui soit moins amené, qu'on se focalise plus sur aussi le fait que Bastien Bouillon revienne voir Juliette Armanet. C'était ça qui était dans le court-métrage. Et là, elle a inversé la tendance. C'est Juliette Armanet qui retrouve son village d'enfance, où elle retrouve Bastien Bouillon, qui lui n'a pas changé, qui est resté dans son village natal. Et en fait, c'est tout le problème, c'est que je pense qu'elle a voulu trop suivre son court-métrage, et que du coup, en voulant suivre absolument son court-métrage comme elle avait fait, pour le long, ça ne marche pas, et sur la durée, j'ai trouvé ça beaucoup trop long. En fait, je suis obligé de le mettre en F. Ah, moi aussi, c'est un F. Hein. Ah, mais en fait, je pensais que t'avais aimé Oscar. Mais moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience, et surtout Dominique Blanc et François Rollin, qui sont extraordinaires et qui livrent des chansons. Donc Dominique Blanc qui chante parole. Juste, en fait, regardez des extraits de ce film qui sont magnifiques. Après, le problème, c'est que Juliette Armanet, en fait, quand tu fais tout un film sur elle, c'est une actrice qui se prend au sérieux. Et donc, quand tu la compares à Bastien Bouillon, qui est hyper charmant, qui est pas du tout dans le sérieux, et en fait, ça se voit dans la scène de hockey, quand il chante sur le hockey, là. Ça marche pas. C'est pas. Elle chante trop bien en plus. Moi, je pense pas que ce soit ça le problème du film. Non, mais il y a moins de sensibilité quand elle chante. Bon, les amis, on a placé tous les films, donc il va être temps d'élire l'entracte d'or. Bon, vous l'aurez compris, ça va se jouer. Moi, je suis assez d'accord avec la liste. Juste, j'aurais vraiment échangé une bataille après l'autre et la petite dernière, juste. Non, moi, j'aurais juste relevé une bataille après l'autre. Non, pas moi. Faut élire l'entracte d'or. L'année dernière, il y avait un peu de débat parce que Oscar était pas d'accord avec nous et on avait élu Anora comme meilleur film de l'année et ça avait gagné la Palme et les Oscars, donc c'était pas très compliqué. Là, on est quand même assez unanime, non ? Oui, là, il y a rien à dire. Hein. Ouais, ah oui, non, mais ce sera pas la petite dernière. Donc on est tous d'accord pour que ce soit Sirat qui a gagné le prix du jury, même pas le grand prix, à Cannes, et qui est en vrai pour moi le meilleur film de l'année. Hein. Un des meilleurs films des dernières années, rien à dire. Et si vous l'avez pas vu, regardez-le dans les bonnes conditions, puisque c'est vraiment une expérience comme on en voit rarement. C'est un film à voir au cinéma, et pour le coup, je sais pas ce que ça fait que de le voir chez soi. Peut-être que ça va être décevant, pour le coup. Non, mais c'était un film de dingue, enfin, il n'y a pas besoin d'en reparler, mais il faut absolument vivre cette expérience, quoi. Et je vous propose également qu'on fasse, c'est pas prévu, mais l'entracte de bois, c'est-à-dire, parce que c'est bien aussi de cracher son venin parfois, parmi ces 4 films, lequel est le plus nul? Bah, les gars, The Smashing Machine, quand j'y repense. Moi, je peux pas. Moi, non. Chien 51. Non. À la longue. Il y en a aucun des 4, moi, que je mettrais comme un truc qui a enterré tellement c'est horrible. Ouais, en fait, c'est. Oui, Il n'y a pas l'Astérix et Obélix de. En fait, chaque film a son petit point fort. Moi, Partir un jour, il y avait quelques scènes que j'ai quand même trouvé cool. Smashing Machine, ouais, l'image était magnifique. Mission Impossible, c'était la scène du sous-marin est incroyable. Chien 51, franchement, moi, j'ai trouvé que le duo Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, c'était bon. Donc, maintenant, c'est 4 films qui sont mauvais. De toute façon, on l'a dit. Mais Chien 51 est quand même très mauvais. Pour moi, de mon point de vue, et plus que les 3 autres. Après, j'ai pas vu Mission Impossible. Mais... Mec, je vais te dire un truc. Moi, j'ai passé un meilleur moment devant Chien 51 que devant The Smashing Machine, parce que The Smashing Machine, ça se veut être un film intelligent, ça se veut être un film d'auteur. Or,
c'est Non, pire. mais, et surtout, le Et en pire, plus, il c'est, est encore le plus rôle. décevant, puisqu'on attendait quand même Je de. t'y attends beaucoup, il y avait le lion d'argent, enfin la caméra d'argent. Le truc, c'est que Smashing Machine, c'est prétentieux. Très prétentieux, et le fond est mauvais. Donc je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments cumulés qui font que c'est vraiment pas bien. Chien 51 est très prétentieux aussi. Hein. Non. Si. Et le truc, c'est que nous, on est biaisé Moi, je par rapport à suis Chien d'accord. 51 parce que c'est un film français, que les acteurs, on les aime bien, que voilà, ça se passe dans Paris, qu'il y a une volonté de science-fictioniser Paris. Et je pense qu'on est un peu biaisé dans notre jugement. Non, moi, honnêtement, À quel moment c'est un film prétentieux? Bah, si, dans ce que. c'est ce grand que- public, quoi. Bah, non, ça se veut. C'est prétentieux dans le sens où regardez ce qu'on va faire de Paris, ce qu'on va. Bah, non, mais c'est de la bonne prétention, mais ça se veut. Oui, c'est ambitieux. Ah, mais ambitieux, pas prétentieux. Bah, non, Smashing Machine, je trouve pas ça non plus. C'est ambitieux. Est-ce qu'on mettrait pas Smashing Machine en dernier? Ah, moi, Ouais. Et les gars, le développement de Emily Blunt. Son aussi, Chien c'est un 51 film- aussi, en fait, Machine. en plus, moi, je suis d'accord, c'est un film qui est misogyne. Donc, en plus de ça, Bon, c'est aussi pour ça, ouais, qu'on le met tout. quand même, Oui, c'est vrai. c'est Pour un Emily propos Blunt. catastrophique. Et encore une fois, c'est vraiment The Rock qui veut être au centre de tout. Dwayne Johnson, producteur du film, il a voulu se faire son kiff. Bah, nous, on le met au fond de la cave. Et est-ce qu'on ferait pas des mentions spéciales, les gars? Ouais, non, il va y venir. Les mentions spéciales, bah, les amis, si vous avez vu, il y a des films. Si jamais il y a des films qui n'étaient pas dans cette liste et que vous avez envie de mentionner, n'hésitez pas. Moi, j'en ai un qui était sympa. C'est pas non plus. Moi, je l'aurais mis en A, là, typiquement. Muganga, celui qui sauve des vies, un truc comme ça, celui qui guérit. Qui est un film qui parle d'un docteur au Congo, si je dis pas de bêtises, qui soigne des femmes qui se font violer de manière abominable avec des couteaux, des trucs atroces. Et donc ça raconte la vie d'un mec qui a réellement existé, qui a été prix Nobel de la paix. Et franchement, le film est très touchant avec une scène d'introduction vraiment très... qui te plonge dans le film dès le début. C'est assez bien tourné. Donc voilà, pour moi, ce sera ce film. Moi, j'hésite entre deux, mais je vais te dire quand même, il y en a un, c'est. Je laisse Melguir pour l'autre. C'est Oui de Nadav Lapid. C'est un film israélien qui est sorti en France, qui a fait très peu d'entrées, malheureusement, 20 000 et quelques, et qui parle du coup de point de vue un peu des Israéliens par rapport au conflit du coup israélo-palestinien, surtout par rapport à ce conflit. Donc, sujet, on va dire plutôt léger. Non, c'est le sujet, je pense, le plus casse-gueule aujourd'hui en France à faire. Donc, fait par un Israélien, j'ai trouvé que c'était un film vraiment qui avait ses défauts, mais malgré ses défauts, moi j'en suis sorti, c'est un de mes films de l'année, il est dans mon top 3 avec Sirat, mais vraiment, on était sorti avec Oscar du film, on était allés le voir ensemble, et en fait c'est une expérience à part entière, pareil, c'est comme Sirat, c'est des films à voir en salle, c'est pas des films que tu vas te dire, je suis passé un moment ouf, c'était trop bien, non, c'est justement un moment mais qui reste ancré dans ta mémoire, et pour moi c'est ça les plus grands films, c'est que tu passes un bon ou mauvais moment, c'est un film qui te marque. Et moi, il y a trop de scènes dans ce film, oui, de Nadav Lapid qui m'ont marqué, qui m'ont bouleversé. D'autres où j'ai pas trop compris, mais en fait, ça laisse libre à l'interprétation. C'est un film qui est très déconstruit. Il y a un côté très David Lynch où ça suit une ligne directrice, mais après, ça part dans tous les sens. Quand tu vois ce film-là, tu vas pas tout comprendre, et en fait faut l'accepter, et parfois c'est bien de l'accepter, et moi oui, je l'ai fortement accepté parce que c'est dans mes films de l'année. C'est dingue de faire des films comme ça aujourd'hui, voilà, en France et dans le monde, et bravo à Hugo Sélignac qui a coproduit ce film, et c'est un film, c'est pas facile de coproduire ce genre de film, et franchement bravo à lui, c'est trop cool de faire ce genre de film. Moi, c'est entre deux films. Il y en a un qui est... Peut-être que les gens vont pas trop en entendre parler parce qu'il sortira probablement pas en France, mais s'il sort en France, vous foncez le voir en salle. C'est un premier film d'un réal qui s'appelle Charlie Pollinger. C'est un film qui s'appelle The Plague, qui raconte une sorte de colonie de vacances où des gamins se font harceler dans une piscine. Alors dit comme ça, c'est pas très glamour, mais c'est brillant. C'est brillant d'humanité, c'est brillant de tant de choses. C'est très Nos Jours Heureux version dark, donc c'est vraiment chouette. Et je mentionne quand même le deuxième parce qu'il faut soutenir le cinéma français et surtout l'animation française, qu'on n'a pas mis ici. Arco, qui est pour moi un très grand film. Donc il y a eu dans les dernières années, il y a eu Arcane qui a été faite par Fortige Productions. Maintenant on a la boîte de Nathalie Portman avec Arco, et même le film de Sylvain Chomet, Marcel et Monsieur Pagnol. On a quand même de la grosse animation en France, on a de la chance. Et Arco, il faut le soutenir, et je pense qu'il gagnera le meilleur film d'animation aux Oscars. Donc bravo à Hugo Bienvenu pour ce film. Écoutez, pour terminer, je vais parler de L'Agent Secret que j'ai vu récemment, qu'on avait loupé à Cannes et qui a eu le prix de la mise en scène, si je me trompe pas. Écoutez, c'est un film que là, si on l'avait fait, je pense que je l'aurais mis en S, presque en concurrence avec Sirat. C'est un des grands films que j'ai vu ces dernières années. Ça parle de la dictature brésilienne dans les années 70 et de tous ses aspects. Ça parle aussi du carnaval, et on suit cet agent secret qui
qui est poursuivi. Et on a des personnages qui sont tous excellents, qui sont joués par des acteurs qui ont tous une gueule, comme on en voit très rarement. La musique et la BO est extraordinaire. La fin est époustouflante. C'est une course-poursuite avec une musique entraînante, une caméra excellente, des acteurs qui jouent les criminels, mais qui ont des visages, mais c'est digne des plus grands films des frères Coen. Donc voilà, allez le voir. Il y a un grain d'image, pareil, comme on en voit très rarement. Voilà, et c'est un scénario qui te donne pas tout d'un coup, qui te dit ok, reste devant mon film, tu vas voir petit à petit, tu vas comprendre il y a des solutions qui vont être amenées à tous les problèmes que je pose au début. Voilà, c'est pareil, c'est un scénario super comme celui de Sirat, c'est des scénarios comme on en voit rarement, et ça m'a bluffé comme film, et c'est porté par Wagner Moura, j'espère bien le prononcer. Voilà, c'est ça, et qui est... j'ai pas de mots. Okay. Donc L'Agent Secret, oui, allez le voir, franchement c'est... Qu'on doit rattraper, mais qui est sorti tard en France. Personne n'a une autre suggestion qui lui vient en tête? Bon, il y en a beaucoup là quand même. Yoroi d'Orelsan, qui est franchement pareil, un film quand il prend ses aises, c'est très égocentrique, mais voilà, on aime. Moi, Yoroi, étant un fan d'Orelsan, j'ai quitté le navire Orelsan. Entre son album et son film, je sais pas, c'est plus du tout pour ça que je suivais Orelsan, et ça m'intéresse plus comme avant. Et c'est comme ça, faut l'accepter. Et le film, très moyen. Peut-être que ça te parlera plus tard, puisque là, il parle plus des enjeux, d'être papa. Non, parce que la fête est finie, tu vois. Je l'ai écouté à un moment où c'était pas du tout approprié, moi, dans le cycle de ma vie. Et pourtant, j'ai quand même bien kiffé par rapport à son dernier, quoi. Bref, on s'en fout. C'est pas du cinéma. Si, c'est un cinéma qui est différent. Non, je parlais d'Orelsan. Mais oui, Yoroi, non, c'est du cinéma. Juste, voilà, j'ai moins aimé que toi. Sur ce, les amis, merci d'avoir suivi notre tier list de l'année 2025. On se retrouve l'année prochaine pour la tier list 2026. Et avant ça, pour de nombreux podcasts. Je sais pas lequel sera le prochain, mais ce sera décidé bientôt. Bon, merci de nous avoir écoutés, et puis on se retrouve bientôt. Merci les amis, merci tout le monde. À bientôt. À bientôt. Et bonne fête. Ciao.